La téléphonie mobile a eu 40 ans cette année. Que vous inspire cet anniversaire? Je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment au 40e anniversaire. Je pense qu'en 1973, il y a eu un changement important pour l'époque. Il y avait quelques poignées d'automobilistes qui avaient un téléphone mobile. Ce téléphone mobile était déjà très compact, mais lourd quand même. Et à cette époque-là, ils avaient un service qui était manuel. On appelait une opératrice qui vous trouvait le correspondant sur le réseau fixe et sur le réseau mobile. Et en 1973, à Paris, ce qui s'est passé, on a automatisé ce service. Et je dirais ça, c'est l'histoire. Les historiens discuteront pour savoir quand est-ce que vraiment le téléphone mobile a commencé en France. Moi, ce qui me paraît important et ce qui est vraiment totalement historique et exceptionnel, c'est en fait l'aventure depuis 40 ans du secteur des mobiles. Jamais dans l'histoire on a vu un service, un produit grand public se diffuser à l'échelle de la planète, pénétrer dans les populations aussi rapidement. Aujourd'hui, il y a dans le monde, d'après l'UIT, 6 milliards de gens qui ont un abonnement, carte prépayée pour la majorité, au téléphone mobile. Ce qui veut dire qu'en gros, on peut dire que sur la population de la planète qui est de 7 milliards, il y a 4 milliards de personnes qui ont un téléphone portable dans leur poche. Si on regarde en France, aujourd'hui, on est, d'après l'ARCEP d'ailleurs, à plus de 70 millions d'abonnements. En 1990, il y a 20 ans c'est moins d'une génération. Et bien, à cette époque-là, on atteignait à peine le million. 1 million, 70 millions. Cherchez sur les marchés grand public des produits qui ont eu une telle expansion. Quelles sont les principales étapes de l'histoire de la téléphonie mobile sur ces 40 ans? En fait, il y a deux périodes. Il y a une période qui est les 20 premières années, puis il y a les 20 suivantes. Quelques mots sur la période d'avant. Ça a été une gestation laborieuse, compliquée, depuis 1973. Et dans cette période de 20 ans, il y a un phénomène important qui est la première génération, la 1G. C'était une innovation fantastique et qui venait du fait que les chercheurs et les industriels avaient mis au point quelque chose qui s'appelle les systèmes cellulaires. Dans les années du lancement, dans les années 1982, il y avait 10 000, on se glorifiait d'inaugurer le 10 millième abonné. 2 ans après, il y en avait 140 000. Donc, dès le départ, ça a eu un succès. Mais en Europe, problème majeur qui est apparu très rapidement, les Européens, chaque pays avait ses normes, son standard. Vous traversiez le Rhin, le Radiocom 2000 ne marchait plus parce que les Allemands avaient autre chose. Vous traversiez la Manche, le Channel, vous alliez en Grande-Bretagne, ça ne marchait plus. Vous alliez en Suède et en Finlande, c'était encore autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que rapidement, les industriels, les opérateurs, les pouvoirs politiques ont compris qu'il était nécessaire de faire quelque chose de nouveau. Et dès le milieu des années 80, on a vu au CNET un projet qui s'appelait le projet Marathon, qui était de trouver une norme internationale, interopérable en Europe. C'est en 1987, à Copenhague, qu'a été signé un accord disant, sur une norme qui s'appelle le GSM, on fait un système cellulaire européen. 13 pays ont signé cet accord. Objectif, ça marchera et ça sera mis en service en 1991. Et le projet qui a été fait à cette époque a fait entrer dans la deuxième période de 20 ans, dont je parlerai un peu plus tard, avec le lancement du GSM en France en 1992. Et c'est à partir de là qu'on peut dire qu'on a vu se développer dans le monde le phénomène mobile, produit grand public de masse. La création de cette norme GSM a également eu des implications en termes industriels pour l'Europe. On peut dire qu'il y a eu un accord tout à fait important entre les grands industriels européens, Alcatel CIT, Siemens, Ericsson, plus tard Nokia, et qui fait que ça a fait une dynamique tout à fait importante de développement de produits et surtout de débouchés sur un marché domestique qui s'appelait l'Europe.
Et ceci a tellement bien réussi qu'en fait, le GSM est devenu une norme qui a dépassé complètement les frontières de l'Europe, est allé s'implanter en Chine, par exemple, où China Mobile a été un des plus grands opérateurs de GSM, en Afrique, un peu partout. Et donc, ça a été pour l'Europe quelque chose d'important pour les consommateurs et d'important pour la politique industrielle. 10 ans plus tard, la 3G a rebattu les cartes au niveau des industriels dans le monde. Ceux qui ont mal pris le virage de la 3G, eh ben, ont souffert énormément. Je crois que c'est un constat clair. Regardez les Motorola aux États-Unis, regardez en Europe Siemens, regardez certaines difficultés d'Alcatel. Je crois que ce n'est pas un secret de le dire. Mais on est dans des domaines hyper innovants. Le jour où on manque un créneau, une génération, on court de grandes difficultés et il faut rapidement essayer de se rattraper sur la suivante. Les conditions de la réussite? Je dirais pour que ça réussisse, il faut d'abord que derrière il y ait des produits, des services, et là il ne faut pas être trop inquiet parce que ce que cherchent les gens, c'est de retrouver les services qu'ils ont sur le fixe. Ces services, ils sont maintenant multimédia à haut débit. Donc la première chose, c'est en fait d'arriver à faire que les services qui sont sur le fixe soient bien portés sur les mobiles. Après, une fois qu'on dit ça, ça veut dire qu'il faut monter en débit. Monter en débit, ça veut dire qu'il va falloir des quantités de fréquences énormes par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc un des grands enjeux du développement de la 4G, c'est effectivement la problématique des fréquences en quantité vers les fréquences hautes, dans des fréquences plus basses pour couvrir à moindre prix, sans fracture, les différents territoires. Et ces fréquences, où va-t-on les trouver? Il est clair que si on regarde ce qui se passe à travers le monde, pour diminuer les coûts, augmenter la pénétration dans les zones denses, ou surtout la couverture dans les zones moins denses, il y a un besoin important d'une redistribution de fréquences entre l'audiovisuel et les télécommunications. Mais quand on regarde les orientations qui sont en train de se prendre au niveau de l'Union internationale des télécommunications, je suis assez optimiste.